Bonjour à toutes et à tous, c'est Grande Loutre, ou Jason, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous parler des tissus pour fabriquer des sacs à dos, donc que vous fabriquiez vous-même ou que vous demandez à un artisan de fabriquer, ou carrément que vous achetiez un sac dans le commerce, les grands distributeurs. Il y a le tissu principal des sacs à dos qui est relativement, voire très important à connaître, je pense, pour savoir si ça correspond à ce qu'on cherche pour un sac à dos. Donc je vais essayer de brosser à peu près tout ce qu'on peut trouver. J'ai à peu près tous les tissus techniques qu'on peut trouver. Il y en a un ou deux que j'ai pas, mais en tout cas j'essaierai de parler à peu près de tout ce qui est intéressant. Après il y en a peut-être encore d'autres, mais moi je vais parler de ceux que j'utilise en tant qu'artisan et les autres que j'utilise pas mais qui pourraient être intéressants, je vous en parlerai quand même. Mais ça va quand même être... au début je vais parler des tissus plutôt génériques qu'on peut trouver partout et après vraiment des tissus qu'on appelle de haut de gamme ou très haut de gamme. Là je vais faire un plan comme ça et vous aurez à chaque fois des zooms sur les tissus pour voir à peu près un peu plus près les détails, même si on peut pas avoir à la main à se rendre compte. Je vais essayer de faire des zooms à chaque fois que je parle d'un tissu. Donc le tissu pour un sac à dos, ce qui est important, après ça dépend du cahier des charges de chacun, mais moi ce que je recherche dans un tissu, et je reviendrai après du comment on fabrique un tissu, c'est qu'il soit principalement durable, parce que c'est des choses qui sont maltraitées, donc il faut que ça soit suffisamment durable pour ne pas se déchirer ou se trouer trop facilement quand on fait 1000, 2000, 5000 km avec. On en a besoin, c'est pas un objet jetable, hein, c'est pas du consommable, donc il faut que ça soit suffisamment durable. Et à partir de là, donc résistant à la déchirure et à l'abrasion, on verra plus en détail pourquoi. Et après, c'est en bonus, que ça soit résistant à l'eau et éventuellement, ouais, en gros, c'est éventuellement, après, enfin, éventuellement, non pour moi, mais après, une fois que ces critères-là sont remplis, parce que je pense que c'est plus ou moins les plus importants, mais bon, il y a quand même la question de la légèreté qui est vraiment énorme. Trouver un compromis entre légèreté, durabilité, résistance à la déchirure et déchirure et abrasion et résistance à l'eau. Donc après, on peut mettre de côté la résistance à l'eau. Moi je trouve que c'est bien de la garder dans l'équation, mais voilà ce qu'il faut prendre en compte. Pour ce faire, on va en revenir à comment sont fabriqués les tissus pour expliquer comment les tissus peuvent répondre à ces quatre points-là qu'on veut avoir quand on fabrique ou quand on achète un sac, pour pouvoir avoir le sac le plus efficace possible pour notre pratique. Donc un tissu, il y en a qui sont légèrement différents, mais généralement, enfin j'en parlerai pour certains tissus très spécifiques. Normalement un tissu, c'est on prend des fils, une fibre, avant de faire des fils on prend une fibre qui est malheureusement dans à peu près tous les sacs à dos de randonnée qui est issue du pétrole, parce que les fibres naturelles n'ont pas les capacités de durabilité et de légèreté qu'on souhaite, et même de résistance à l'eau, etc. J'aimerais que ça existe, et s'il y a des industriels qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à développer des tissus en lin ou en coton qui sont bien mieux que ce qui existe, mais pour l'instant ça semble très compliqué. Ou même d'autres matières, hein, j'en sais rien. Donc c'est des fibres issues du plastique, hein, voilà, du pétrole, qui avec ces fibres là on forme des fils, et avec ces fils là on les croise dans un sens, donc c'est la chaîne et la trame, on les croise et ça crée du tissu. Ça c'est la base à peu près que tout le monde connaît. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire ces fils, les fibres qu'on peut utiliser, elles sont différentes. Donc il y a celles qu'on connaît, le nylon et le polyester.
ou alors après il y a d'autres fibres comme par exemple le UHMWEPE, enfin bref, le U, pour faire simple, je le dis, c'est UHMPE ou UHMWPE. Je vais en reparler après. Donc le nylon, c'est ce qui est le plus communément utilisé pour fabriquer des sacs. Pourquoi? Parce que ça a une très bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion. C'est peu coûteux et c'est facile de s'en servir tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre? Bonne résistance. Voilà. Voilà les avantages du nylon. Les inconvénients du nylon, c'est que ce n'est pas recyclable. Il y a une expression qui dit que essayer de recycler du nylon, c'est comme essayer de décuire un gâteau. Donc les molécules de nylon, c'est très difficile d'en faire autre chose que ce qu'elles sont. Contrairement à d'autres molécules qu'on va voir après. Il n'aime pas trop le soleil, donc il va se détériorer tant au niveau de la couleur que souvent au niveau des propriétés avec trop de soleil. Donc ça c'est vrai que quand on part sur des... J'expliquerai après la différence des épaisseurs, mais quand on part sur des grosses épaisseurs de nylon, ça va moins poser problème, mais sur des plus petites épaisseurs de nylon, quand on utilise moins de tissu pour faire des choses plus légères, moins de fils pour faire des tissus plus légers, ça va poser problème parce que le tissu va pas vraiment aimer le soleil et dès qu'il va être trop exposé, il va commencer à s'user prématurément. Et le dernier inconvénient qui est embêtant pour les sacs mais qui est encore plus embêtant pour les abris, mais là c'est pas le sujet, c'est que ça absorbe l'eau. Donc potentiellement le tissu est plus lourd et l'eau peut passer à travers assez facilement parce que ça absorbe l'eau. Ça c'est les inconvénients du nylon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fibres, pour faire les fils, que ce soit dans n'importe quelle matière, il y a les fibres génériques. Donc le générique c'est le nylon par exemple. Et après il y a des fibres qui sont des marques. Comme on a les médicaments qui sont des génériques et les médicaments qui sont issus de marques. C'est la même molécule, mais il y en a, ils ont leur version à eux, qu'ils ont pas labellisé, ils ont un copyright dessus, quoi. C'est leur façon de faire et c'est qu'eux qui le gardent. Par exemple, on va avoir le nylon Cordura, on va avoir le Robic. Le Robic, si je me suis bien renseigné, en fait, c'est qu'il y a le nylon 6 qui est très bien et il y a le nylon 6.6 qui est le nylon Robic qui est bien plus résistant et qui est encore mieux que du nylon. Donc voilà, vous avez pour le nylon, vous avez plusieurs marques ou alors la version standard qu'on appelle le nylon. Et c'est comme ça pour toutes les fibres. J'en reviendrai pour chaque fibre à quelle éventuellement marque il y a pour chaque fibre, même si c'est pas exhaustif, c'est ce que j'ai pu trouver ou ce qui est le plus connu. Autre nom du nylon pour le savoir, c'est polyamide. Souvent on parle de polyamide plutôt pour parler des sangles des sacs à dos, mais nylon et polyamide c'est la même chose. Ensuite, une deuxième fibre qui est un peu plus utilisée notamment dans les textiles et un peu moins dans les sacs à dos, c'est le polyester. Alors le polyester, il a pour avantage de très bien résister au soleil, très bien résister à l'abrasion. Il est presque hydrophobe, mais il n'absorbe pas du tout d'humidité ou presque pas comparé au nylon. Il est possible de le recycler et de le fabriquer à partir de plastique recyclé et il est recyclable, c'est-à-dire qu'on peut avoir, et on le voit souvent, des polaires fabriqués à partir de bouteilles d'eau recyclée, ou alors il y a des tissus qui sont en polyester recyclé, donc on prend des bouteilles d'eau en plastique ou de soda ou n'importe, on les prend, on les transforme et ça fait du tissu. Ça c'est possible avec du polyester. Je ne connais pas, mais il y a peut-être des fibres spécifiques
comme avec le nylon pour le Robic ou le Cordura en polyester. Mais là, moi, j'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il en existe. Ouais. Pour le polyester, c'est à peu près ça. Les inconvénients du polyester, c'est qu'il va avoir une moins bonne résistance à la déchirure qu'un nylon. Et ça va être à peu près, son seul défaut. Que je réfléchisse, même si j'ai préparé la vidéo, je réfléchis, mais je crois que c'est à peu près son seul défaut, c'est qu'il se déchire, surtout sur les faibles deniers, il va se déchirer, ah merde, j'ai parlé de denier, j'en parlerai après. Sur les faibles épaisseurs de tissu, il va se déchirer plus facilement que du nylon, mais après, quand on monte en épaisseur, le problème va être quand même beaucoup moins présent, parce qu'il va falloir appliquer des forces beaucoup plus importantes. Voilà, et donc pour en revenir, pour le polyester c'est bon, c'est un peu fouillis, pardon, mais je le fais naturellement, on est dimanche matin, on me laisse tranquille. Là, ensuite, pour les fibres dont j'ai parlé, là, donc c'est du UHMWPE. Alors en fait c'est un acronyme barbare, il y a une mouche, elle me saoule, je sais pas si on l'entend, ah c'est pas une mouche. Ouais, brûle-toi sur l'ampoule. C'est une guêpe. Peut-être un frelon asiatique. On s'en fout. Donc cette fibre-là, c'est du polyéthylène à très haute densité moléculaire. Je suis pas chimiste, mais en gros c'est ça. C'est du polyéthylène qui arrive à, par rapport à comment il est assemblé au niveau moléculaire, à pouvoir avoir très bonne résistance avec des fils très fins. Les fibres elles sont très fines, mais plus résistantes que les autres, du fait de l'assemblage moléculaire. Voilà, en gros c'est ce qu'il faut retenir. S'il y a un chimiste dans le coin et qui dit que c'est pas vrai, bah, qu'il me le dise. Mais simplifions comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est la fibre polyéthylène à très haute densité moléculaire. Les avantages de cette fibre là, il y en a quasiment que des avantages. J'ai oublié de dire, pour le polyester, c'est pas très coûteux non plus. Alors que là, cette fibre là dont je parle, le polyéthylène à très haute densité moléculaire, il va être coûteux à fabriquer, mais par contre il va être 15 fois plus résistant à la traction à masse égale que l'acier. C'est-à-dire qu'on met un fil qui fait du 15 grammes par mètre, comparé à un fil d'acier qui fait du 15 grammes par mètre, on tire sur les deux, bah, le fil en polyéthylène à très haute densité moléculaire va résister 15 fois plus à l'attraction que le fil en fer. Voilà, c'est pour vous donner une idée quand on compare, 15 fois plus à l'attraction, il résiste donc très bien à l'abrasion, donc ça veut dire aussi à la déchirure. Et il est ultra léger, enfin vraiment pour avoir les mêmes capacités, on est vraiment beaucoup plus léger que toutes les autres fibres. Il est hydrophobe naturellement, donc il n'absorbe absolument pas d'eau et c'est presque qu'il la rejette quoi, l'eau quand elle tombe dessus. Il résiste super bien aux UV aussi, ça le fait pas bouger du tout. Donc on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros il est enfin, ça le fait pas bouger quoi, le soleil. Il y a des termes, je sais plus comment, je perds mon français. Et après il y a des versions qui sont un peu moins performantes, mais qui sont toujours plus performantes que par exemple le nylon ou le polyester. Ça va être du polyéthylène à haute densité. Pas très haute, mais haute densité, ce qu'on va appeler du HDPE. Ça va avoir toutes les mêmes propriétés, mais un peu moins extrêmes. Mais sinon, ça va être la même chose. Et donc cette fibre-là, tout le monde la connaît, mais en fait, on ne sait pas vraiment... Si on ne se penche pas dessus, on ne comprend pas vraiment. C'est que cette fibre-là, c'est la fibre qu'utilise Dyneema. Dyneema, c'est une marque en fait, du groupe DSM. Et ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils se servent de cette fibre. Alors, quand je me suis renseigné dessus, j'ai pas trouvé
J'ai pas trouvé l'histoire comme quoi ça venait que c'était la NASA qui l'avait développé dans les navettes spatiales, mais il y a cette histoire-là que vous pouvez entendre, que j'ai déjà répété plusieurs fois, mais je sais, du coup, j'ai pas pu vérifier, mais il semblerait que ça soit quand même ça. Donc il y a Dyneema qui le fait, et qui est une marque. UHMWPE, c'est la fibre générique. Et après, il y a d'autres marques qui ont leur fibre à elles-mêmes, mais qui est exactement la même, ou à très très peu près. Notamment, il y a Spectra, qui fait aussi de cette fibre-là. Et j'ai trouvé aussi Tsunoga. Enfin, après, il y a plein de petites ou grosses marques qui ont leur fibre à polyéthylène à très haute densité moléculaire qui peuvent le faire. Et après, ben, elles ont différents noms, mais en tout cas, c'est la même fibre. Et c'est pas parce que c'est comme pour les médicaments, c'est pas parce que c'est la marque que ça marche mieux. La molécule est toujours la même. Voilà, donc avec tous ces fils-là, on peut fabriquer les tissus, comme je vous ai dit, en trame, en les croisant trame et chaîne. Alors avec... Ouais, je passe les détails. Voilà, on part sur ça. Plus l'épaisseur des fils qu'on va utiliser en trame et en chaîne vont être gros, plus on va se retrouver avec des tissus épais. C'est comme si, pour vous imaginer, c'est comme si je prends un fil à coudre lambda, je le mets dans un sens, je le mets dans l'autre, ça me fait un tissu. Il va être relativement épais, mais ça va être correct. Par contre, si je prends de la ficelle qui fait 3 mm d'épais et que je fais la même chose, on va se retrouver avec un tissu qui va être quand même beaucoup plus épais et il va être quand même beaucoup plus durable que si on utilise juste des fils à coudre. Ben là, c'est la même chose, mais à plus petite échelle, selon l'épaisseur des fils qu'on va utiliser en trame et en chaîne, donc dans un sens et dans l'autre, on va avoir différents niveaux de résistance. C'est ce qu'on appelle le denier. Alors le denier, c'est pas l'unité internationale, l'unité internationale c'est le TEX. Mais je ne sais pas pourquoi, tout le monde utilise le denier et tout le monde comprend mieux le denier, parce qu'on a un référentiel où on comprend mieux. Donc le TEX, même si c'est l'unité internationale, on va la laisser de côté. Et donc le denier, je me le suis noté, mais j'ai oublié. Bref, en gros c'est une unité de mesure pour savoir la grosseur des fils et le poids, le poids pour 9000 mètres de fil, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, c'est le poids pour 9000 mètres de fil à peu près. 9000 mètres de fil qui sont utilisés pour tresser le tissu. Voilà. Donc, on en vient à ce qui va peut-être plus vous intéresser. Quand on utilise du nylon, parce que c'est le tissu qui est le plus utilisé pour fabriquer des sacs ou des accessoires, et qu'on utilise juste du nylon, on va avoir la possibilité de juste le tresser normalement, ou alors en le tressant légèrement différemment, en ne faisant pas que 1 sur 2 ou quoi, on peut arriver à différentes formes de tissus différentes, à différents motifs, en faisant 2 sur 2 ou 1 sur 3 qui est par-dessus, par-dessous. Mais bref, si on n'utilise que du nylon, on va se retrouver avec ce qu'on appelle par exemple un... pour les tentes, on est sur du 10, 15, 20 deniers ou 40 deniers pour les tentes qui sont vraiment solides. Et après, pour les sacs à dos, on va commencer à 70 deniers, un 200 deniers. Après, on va souvent parler de 210, 330, 400 ou 500 deniers. Et après, on peut monter jusqu'à, par exemple, 1600, et là on appelle ça du nylon balistique, parce qu'en fait c'est pour des usages militaires, c'est vraiment des choses énormes. Et donc on va se retrouver, ça c'est un nylon 70 deniers. Ouais, bon, bref. Donc c'est quelque chose d'assez fin, il n'y a que du nylon. Et donc il y a les avantages et les inconvénients qu'ont le fil nylon, c'est-à-dire que il va se détendre un peu, on peut le voir comme ça là quand on tire dessus, il absorbe un petit peu l'humidité, par contre il va être assez résistant à l'abrasion. En 70 deniers c'est quand même un tissu léger, donc on va pas pouvoir non plus le frotter contre de la roche sans penser qu'il va rien arriver, mais voilà.
On reste dans des tissus ultra légers. Hein. Enfin, tout ce que j'ai dit sur le fil nylon, ça va s'appliquer à un tissu qui sera complètement en nylon. Ce qui est souvent le cas, et quasiment systématiquement le cas avec des tissus comme celui-ci en nylon. Comme c'est des tissus qui absorbent l'humidité ou qui laissent passer l'eau, pour tous les usages de randonnée, en fait, ils appliquent soit en polyuréthane ou en silicone, ils appliquent en face interne. Je ferai un zoom face interne, face externe. Ils appliquent en face interne ou parfois aussi en face externe une très légère couche de polyuréthane ou de silicone pour imperméabiliser le tissu. L'inconvénient, c'est que cette couche-là, selon l'usage ou le temps, ça va se détériorer au bout d'un certain temps et ça va partir. Et ce qui est fait aussi, ce qui peut être fait, c'est qu'il y a un DWR sur la face extérieure. Donc c'est Durable Water Repellent. Donc c'est un produit qui est mis pour que le tissu devienne hydrophobe en fait, pour que le tissu n'absorbe pas. Mais ça part beaucoup plus vite que l'imprégnation à l'intérieur. En tout cas au début quand il est neuf le tissu, voilà, ça permet d'avoir des propriétés assez intéressantes. Ça j'en ai parlé, ouais, voilà. Donc après on peut avoir différentes épaisseurs, ça j'en ai parlé. Ensuite, si ce même tissu là en nylon, on lui rajoute des grilles avec la fibre dont j'ai parlé, la UHMWPE, qui est très résistante à la traction, à la déchirure, très légère, etc. On va renforcer le tissu parce que ça va pallier un peu à certains inconvénients du nylon et ça va le renforcer. Donc en fait ces petites grilles, c'est ce qu'on va voir et je le mettrai en zoom, c'est les traits blancs. C'est les traits blancs qu'on voit dans le tissu noir. Et donc grâce à ça, le tissu, ça va être beaucoup plus dur de tirer dessus, il va être beaucoup moins élastique. Ça va permettre de renforcer l'abrasion, le rendre plus léger aussi, parce qu'il va y avoir toutes les fibres qui sont remplacées par cette fibre-là, toutes les fibres nylon qui sont remplacées par je vais parler Dyneema, ça sera plus court que UHMWPE, hein, admettons, mais ça peut être Spectra aussi. Toutes les fibres qui seront remplacées par du Dyneema, ça va alléger le tissu encore plus. Il ne faut pas, par contre, je vois régulièrement des personnes faire l'amalgame. Un tissu comme ça, principalement, hein, on est sur 90 voire 95% de nylon. Et il y a un petit peu de Dyneema pour faire la grille. D'ailleurs, c'est une grille qui stoppe la déchirure, principalement. C'est pour ça qu'on dit grille, ça fait grille stop, grid stop. Voilà, c'est... Bon, si vous l'avez pas compris, maintenant vous le savez. Et donc, dire que ça c'est un tissu Dyneema, ben en fait, il n'y a que quelques pourcents de Dyneema, donc principalement c'est faux de dire ça. Ça a des super propriétés, mais ce n'est pas du Dyneema à 100% et c'est principalement du nylon. Voilà. Ce tissu-là, en plus, ben, il a une imprégnation à l'intérieur pour l'étanchéité et il va avoir un répellant à poser sur la face extérieure, mais qu'on voit pas forcément à l'œil nu. Ça c'est un tissu qui est, c'est ce que moi j'appelle les grid stop. Il va y avoir différentes imprégnations à l'intérieur, plus ou moins épaisses, pour gagner du poids, mais l'étanchéité va s'en rendre plus ou moins importante. Différentes épaisseurs, de différents deniers, différentes épaisseurs de nylon, qui vont faire qu'on va pouvoir commencer avec des grid stop à 100 ou 110 grammes au mètre carré. On va pouvoir monter avec des grid stop qui sont à
de ce que je connais, 170, voire 200 ou même plus, mais après au-delà, je crois pas qu'il y ait des grid stop à 200, à 420 deniers ou 300, mais ça existe peut-être, mais en tout cas moi je m'en sers pas. Euh, donc voilà, on est entre 100 110 pour les versions très 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 légères, on peut monter jusqu'à 170 ou à peu près grammes. Ça existe en plusieurs couleurs. Mais ça après selon les fournisseurs, quand les grosses marques elles commandent des grosses quantités, elles ont la couleur qu'elles veulent de toute façon. Là ouais, c'est une version qui est pour vous montrer en zoom, hein, pour être exhaustif un petit peu. Là, à part à l'œil nu, enfin à part si on a un œil un petit peu avisé, on se rend pas compte de quel côté et quoi. Parce qu'en fait l'imprégnation à l'intérieur est vraiment très très fine, voire inexistante. Et donc en fait, on le voit aux vagues qu'il y a, elles sont soit convexes, soit concaves. Parce qu'ils ont tressé le tissu d'une certaine façon, le nylon. Ils ont tressé d'une certaine façon et donc en fait il faut voir quand est-ce que les fibres font ressortir le tissu ou le font re-rentrer pour savoir quel côté est l'intérieur ou l'extérieur. Ça c'est un tissu qui est utilisé depuis, je ne veux pas dire de bêtises, mais presque 20 ans dans les sacs à dos, donc c'est éprouvé, c'est très très durable. Après effectivement au bout d'un certain nombre d'années, mais il va falloir quand même y aller, on se retrouve sur des tissus qui vont être tout aussi résistants mais qui vont perdre leur étanchéité. Voilà, ça on est bon. Il existe à peu près la même chose, donc des tissus en polyester, juste trame et chaîne, avec une imprégnation à l'intérieur et un durable water repellent, donc DWR à l'extérieur. Actuellement je m'en sers pas. Je sais qu'il y a le Challenge Outdoor, donc une branche de Challenge Sailcloth, qui est un nouveau fabricant de tissus de sac à dos qui a foutu le bordel il y a à peu près un an, parce qu'il a foutu le bordel, il a répondu à toutes les demandes de ce que l'on attendait. Donc il a mis un peu à l'ouest tous les autres. Eux, ils utilisent donc ils font un tissu qui s'appelle RBC, qui est l'équivalent en fait de ces nylons là, avec des bouteilles ils prennent des bouteilles usagées et ils en fabriquent un tissu qui s'appelle le RBC. Et donc bon, je pense qu'il y a d'autres marques qui le font avec du polyester, mais là c'est vraiment du polyester et on se retrouve avec du polyester recyclé, on se retrouve avec un tissu qui est issu juste de déchets. Et c'est très intéressant. Ils ne le font pas encore, mais de ce que j'ai discuté avec eux, ils vont bientôt faire un grid stop en polyester. Donc ça va être un grid stop qu'on va pouvoir imaginer presque pas loin d'être 100% recyclé. Je ne pense pas que les fibres Dyneema, enfin UHM, WPE seront recyclées. Je ne pense pas que c'est possible. Mais en tout cas, on sera avec un tissu qui sera très fortement recyclé et recyclable. Mais pour l'instant, les polyester grid stop, ça n'existe pas. Mais il semblerait que EcoPack en sorte bientôt. Enfin, Challenge Outdoor. Voilà à peu près pour les tissus qui sont à peu près faciles à expliquer simplement. Donc juste trame, chaîne et après éventuellement renforcé par une petite grille et du silicone dessous. Voilà. On est sur quelque chose qui est le plus utilisé. Maintenant ça se démocratise même sur des marques qui sont un peu plus pas artisanales. Les grosses marques utilisent même beaucoup du grid stop sous différentes versions en fait. Il y a des grandes marques qui s'en servent soit pour les poches, soit pour le corps du sac. Ça devient assez couramment utilisé. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'autres constructions de tissus. Donc on va garder, admettons, cette face en nylon. On va garder cette face en nylon. Mais plutôt que de la renforcer avec des grillages
en une autre fibre et de leur mettre du silicone dessous. Ce qu'une marque a décidé de faire il y a pas mal d'années, une marque qui fabriquait des voiles de bateau mais qui s'est spécialisée aussi dans les sacs à dos. Ils ont préféré apposer un film plastique à l'arrière et plutôt que de mettre des grilles, ils ont décidé de mettre des grands filaments comme ça qui forment des X pour éviter la déchirure, et le film soudé à l'extérieur pour étanchéifier totalement par contre le tissu. C'est ce qu'on a appelé jusqu'à présent les X-Pack, parce que c'est la marque X-Pack de Dimension Polyant. Comme on peut voir ici. Donc ça, on se retrouve en fait avec un film plastique, là, on le voit parce qu'il brille. On voit les fibres noires là en X, ça c'est pour éviter que ça se déchire. Et par-dessus, on a notre nylon, là c'est du 210 deniers en nylon. Pour la résistance à l'abrasion, etc. Donc pour pallier au fait que le nylon absorbe et ne soit pas très bon avec l'eau, ils ont rajouté un film pour que ça soit totalement étanche. Et donc là c'est un tissu qu'on appelle du X, donc par rapport aux fibres. X21, 21 c'est par rapport aux 210 deniers de nylon. Et RC, c'est parce que c'est récréationnel, je sais pas exactement, mais en gros, c'est une gamme où il y a que du film plastique à l'intérieur. Sur cette construction-là, donc c'est une construction qu'on appelle 3 couches, qui n'a rien à voir avec les couches pour les vestes imperméables respirantes. Hein. Là, c'est du 3 couches. Donc le film, les X anti-déchirure, puis le nylon. Là, on a du 210 deniers. On peut aller jusqu'à du 500 deniers, donc là c'est vraiment du très très costaud, mais du coup plus lourd. Et pareil, on a le film plastique à l'intérieur, et là c'est des fibres en Kevlar, les X. Mais ça je l'utilise pas, mais je m'en suis servi une fois. Donc on peut monter jusqu'à du 500 deniers. Ou alors, voilà, si on veut du camouflage chez X-Pack, on peut avoir du 330 deniers, donc avec un film à l'intérieur. Et ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que en plus d'être étanche, on peut scotcher facilement avec certains adhésifs qu'on trouve couramment dans les magasins pour fabriquer du matériel de randonnée. On peut facilement scotcher les coutures. Ce film-là, il adhère bien avec les scotch. Voilà. Ensuite, on passe sur un tissu qui va être avec une 4e couche. Donc on garde ce X-Pack là 3 couches, donc c'est la gamme X. Ouais, c'est la gamme X, mais c'est X3 en fait. Et on passe sur le X4. La 4e couche qui va être rajoutée, c'est à l'intérieur, il rajoute une couche de nylon je crois que c'est 50 principalement, peut-être que parfois il y a 70, mais généralement c'est 50 deniers à l'intérieur pour éviter au film plastique qui est là de s'abîmer trop vite. Donc l'extérieur, il y a toujours du 70, 210 ou plus deniers pour protéger l'abrasion sur l'extérieur. Et à l'intérieur, on protège aussi le film pour que le film il soit le plus durable possible et que le sac garde sa propriété étanche le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça qu'il y a la gamme X4 chez X-Pack. Et donc là, on a par exemple le VX. Parce que c'est pas X quelque chose, c'est VX vu qu'il y a 4 couches. Là on est sur du VX07, donc 07 ça veut dire 70 deniers finalement. Et donc sur l'extérieur on a 70 deniers, les X, et à l'intérieur on a le film plus une couche en 50 deniers d'un autre tissu pour protéger le film. Et ce qui permet d'avoir un tissu qui est là aux alentours de 150 grammes au mètre carré. Et donc là, après, plus on monte, plus on va avoir
de résistance comme d'habitude. Et on arrive sur le tissu qui était vraiment un standard il y a encore un an et demi. Ouais, il y a un an, il était encore vraiment le standard et il est toujours, c'est vraiment toujours un super tissu. C'est ce qu'on appelle le VX21 de la marque X-Pac. Donc il y a un 210 deniers sur l'extérieur pour la résistance. Et à l'intérieur, on le voit, c'est pas du tout la même couleur, mais je ferai un zoom encore une fois. C'est vraiment un film une face pardon, en 50 deniers à l'intérieur pour protéger le film qui est en sandwich à l'intérieur de l'abrasion. Donc ça c'est un tissu qui va être, moi je l'affectionne vraiment parce que c'est un, même s'il est à 205 grammes par mètre carré, c'est vraiment un tissu que moi je qualifie de durable, et en plus il est étanche, c'est vraiment appréciable. Après il y a les coutures qui ne peuvent pas être scotchées, mais dans tous les cas, un vendeur, à moins de faire du matériel pour la plongée sous-marine ou le bateau, tous les autres fabricants, ils ne font quasiment pas de sacs à proprement parler étanches pour faire de la randonnée. On peut scotcher toutes les coutures, etc., mais ça va pas être les mêmes procédés que pour les sacs étanches de mer. Du coup, à part pour les sacs de rangement, mais pour les sacs à dos, ça va être très compliqué de rendre vraiment un sac. Et d'ailleurs, toutes les marques le disent, ils sont quasiment étanches, mais on ne peut pas le garantir. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'avec un X-Pac, s'il y a assez peu de couture sur le sac, on va avoir très peu d'eau qui rentre dans le sac, et donc ça on peut le gérer avec un liner dans le sac à dos, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment un tissu que j'affectionne parce que c'est il est pas trop lourd, donc il va pas être, il va pas vraiment pénaliser le sac à dos de plusieurs centaines de grammes, mais à la fois il va être très résistant et pas trop léger non plus pour vraiment être suffisamment durable pour faire des milliers de kilomètres sans vraiment bouger. Éventuellement, il y a peut-être les couleurs qui vont un peu se ternir du fait que c'est du nylon et qu'il n'aime pas trop les UV. Mais on est vraiment sur quelque chose qui est un super compromis. Et ensuite, il y a toujours cette même marque, donc X-Pac, qui a fait une série spéciale. Ça me permet de faire une transition sur les tissus qu'il y a après. Ils ont fait une version qu'ils appellent VX25, où à la place de mettre du nylon sur l'extérieur, ils ont mis du polyester. Et donc on se retrouve avec un tissu qui est certes un peu plus lourd, mais qui est franchement... je vois pas pourquoi quelqu'un aurait besoin de quelque chose de plus solide que ça en randonnée. Je crois que c'est fait pour faire des EPI, donc des équipements personnels de sécurité. C'est vraiment... Bon là, ce tissu là, il est que en couleur vraiment flashy, réfléchissante. Il y a ça et orange fluo, jaune fluo et orange fluo. C'est quelque chose de très rigide. C'est ça que j'ai pas dit. C'est que la différence entre les Gridstop et les X-Pac, du fait du film plastique, vont être beaucoup plus rigides à l'usage. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, pour la tenue du sac. Là, on est sur vraiment quelque chose qui va vraiment pas bouger. Parce qu'ils ont en plus utilisé du polyester, on va avoir quelque chose qui est encore plus durable à l'abrasion que du VX21. Et un sac fabriqué entièrement avec ça sera vraiment super résistant. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette gamme là uniquement en polyester. Parce que du coup, la marque Ecopac a pris le filon, entre guillemets, et propose maintenant quelque chose depuis un an et demi, ouais, à peu près. Un an, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Donc c'est, pour parler simplement, c'est la même chose que du X-Pac, mais ils ont réglé 2-3 petits détails pour que ça soit mieux.
enfin si mieux. Principalement, au lieu d'utiliser du nylon, ils utilisent du polyester de bouteilles de déchets plastiques, du polyester usagé pour en faire du tissu neuf. Donc là, ce tissu là, à la base c'était des déchets et ils en ont fait quelque chose de neuf à 100%. Donc que ce soit la face extérieure, le petit quadrillage qu'on voit, le film à l'intérieur et la face en 50 deniers à l'intérieur. Oui, petit chat. Pardon. Donc en fait c'est à très... C'est à très peu de choses près la même chose que du X-Pack en termes de capacité et de spécificité technique, au niveau de l'abrasion, de la déchirure, etc., la résistance à l'eau. Mais on est sur un produit qui est 100% recyclé. Et le petit twist qui est intéressant, en plus de ça, c'est quand même énorme de passer du polyester au nylon, mais visuellement et au niveau des capacités, c'est quasiment la même chose. Le petit twist qui est sympa, c'est que le grillage, plutôt que d'être en X, il est c'est vraiment un grillage parallèle, et ce qui permet en fait de réduire pas mal les chutes, parce que du coup, les patrons, on peut les mettre dans le sens qu'on veut, et ça sera toujours, les X, ils sont toujours dans le bon sens, entre guillemets, alors que sur les autres tissus, il faut vraiment utiliser toujours le tissu dans le même sens, parce que sinon on se retrouve avec des trucs qui sont pas super esthétiques. Alors quand on fabrique pour soi-même, on peut en avoir rien à faire. Quand on vend ces sacs, il faut que ça soit un peu standardisé et un petit peu carré. Voilà. Et après, bien sûr, il y a différentes épaisseurs pour les différentes résistances qu'on veut. Ils font aussi une version avec sans le 50 deniers à l'intérieur, juste le film plastique. Donc ça veut dire qu'on peut scotcher les coutures. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc ça me permet de passer ensuite à quelque chose d'un petit peu différent qui vont être ce qu'on connaît maintenant et ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps. La fabrication du tissu Dyneema. Les fibres, plutôt que d'être passées les unes entre les autres à intervalles réguliers, là elles sont mises dans les deux sens. Elles sont mises entre deux feuilles de film plastique et elles sont soudées. En fait, elles sont pas tressées, elles sont juste apposées comme ça, et par la pression et la chaleur, elles tiennent tout ensemble avec les films plastiques. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un tissu qui est exactement pareil des deux côtés. Et on peut voir un peu les fibres là. Là, c'est que de la fibre donc UHMWPE, mais bon, de la marque Dyneema. L'avantage d'un tissu comme ça pour des sacs de rangement, ça va être que c'est vraiment super léger, très résistant à la traction, complètement étanche, facilement étanchéifiable au niveau des coutures avec du scotch adapté. Le petit inconvénient, c'est que vu qu'on a besoin de très peu de matière pour arriver aux mêmes propriétés techniques qu'un autre tissu, au niveau de la durabilité, on va se retrouver, comme il y a très peu de matière, elle va être plus susceptible de s'abîmer vite que s'il y a beaucoup de matière. Même si c'est des fibres incroyables, pour faire un parallèle, comment je pourrais faire ? Ouais, on va prendre ce parallèle là. C'est comme si on avait un arbre gigantesque et une forêt. Si on tape toujours sur le gros arbre, ou si on tape un petit peu sur chaque arbre de la forêt, la forêt va s'user moins vite qu'un très gros arbre, parce qu'on va taper toujours sur le même. Bon, le parallèle est nul, mais vous avez compris, vu qu'il y a moins de matière, à la longue, ça va quand même s'abîmer un petit peu plus vite, même si c'est des super fibres et qui ont des super capacités. C'est le petit bémol de ce tissu-là. Par contre, il est bien plus léger, etc.
Donc à partir de ce tissu-là, on peut soit l'utiliser uniquement comme ça, à différentes épaisseurs de fibres, on en met plus ou moins et plus ou moins épaisses, qu'on scotche, qu'on soude entre elles, pour faire des abris. Donc on peut commencer, il y a pas des marques je crois, mais peut-être qui utilisent du 13 grammes au mètre carré, souvent du 18 grammes. Après on passe à du 24 grammes, c'est pour des tissus, pour des tentes un peu plus robustes. Après pour le sol on utilise du 33 grammes au mètre carré, ou des sacs de rangement. Là on est sur du 50 grammes, c'est pour par exemple des sacs à bouffe, des sacs de rangement assez épais. Et au-delà de 50 grammes, il y a, à moins de faire la demande spécifique à Dyneema ou Spectra, mais Spectra je crois ne fait pas ce tissu là, c'est vraiment que Dyneema qui fait ce tissu là. À moins de leur demander, ils ne le font pas, ils ne le proposent pas. Et au-delà, en fait, il va falloir partir sur un tissu qu'on appelle un tissu hybride. Je vérifie juste si ça enregistre, parce que si je parle dans le vent depuis tout à l'heure... Oh, c'est bon, ça fait déjà 45 minutes. Génial. Je reparle trop. Donc on part sur un tissu qui va être ce qu'on appelle un Dyneema hybride. Donc en fait, on a ce tissu-là à l'intérieur. Et à l'extérieur, ils ont soudé, collé une face en nylon pour améliorer ce côté-là qui s'abîme peut-être un peu trop vite. Ils ont rajouté du nylon à l'extérieur qui aime bien l'abrasion, enfin qui supporte correctement l'abrasion pour arriver à un tissu qui fait, il y a des versions à 100 ou 120 grammes ou carrément à 160 grammes. De ce tissu hybride là qui est très intéressant, mais qui a quand même dans les versions les plus légères un problème quand on fabrique des sacs à dos, à moins d'avoir vraiment un matériel très léger et adapté. C'est un matériau qui va s'abîmer quand même, je trouve, à mon goût, un petit peu trop rapidement pour des sacs à dos. C'est pour ça que je ne m'en suis pas trop servi, à part si on me le demandait vraiment expressément. A noter quand même que la version plus épaisse, je ferai un zoom aussi, qui est à 160 grammes, là au niveau de la durabilité, parce que la face en fait en nylon sur l'extérieur est beaucoup plus épaisse, le problème de durabilité quand même là est bien moindre, voire inexistant, parce qu'il y a des marques qui s'en servent beaucoup. Et qui ont des sacs qui sont réputés pour très bien durer dans le temps. Donc avec une grosse épaisseur, ça devient intéressant, mais on se retrouve à un poids d'un grid stop alors qu'on est sur un prix de revient qui est 2 ou 3 fois plus cher, minimum, entre un grid stop et ce tissu là. Voilà. Mais ce dont on ne se rend pas compte avec cette fabrication là, et cette construction de tissu là, c'est que en gros, tout le nylon prend l'abrasion, et après en arrière-garde en fait il y a le Dyneema qui est là pour résister à l'attraction et faire la barrière étanche. Ce qui est un peu dommage parce que le Dyneema est quand même plus résistant à l'abrasion que le nylon. Donc c'est pour ça qu'il y a cette marque là, Challenge Outdoor, qui a créé une gamme de tissus qu'ils appellent Ultra, donc Ultra EPL. Et après il y a le 100, le 200, le 400 et le 800. C'est par rapport au denier qu'il y a sur l'extérieur toujours. Donc ce qui va changer pas mal avec ces tissus là, et c'est pour ça que je trouve que c'est une révolution entre guillemets, c'est que, sans faire la keynote, this is a revolution, plutôt que de superposer les choses, ils ont fait en fait, il n'y a que 2 couches au lieu d'en avoir 3. En face extérieure, il y a du polyester mélangé avec du Dyneema, renforcé avec du Dyneema. Ils sont mélangés ensemble et on n'arrive pas à les distinguer à l'œil nu. Ils sont mélangés ensemble et il y en a 3 fois plus que dans du tissu Dyneema. Ce qui va permettre finalement de supprimer l'inconvénient du polyester, tout simplement, qui est la mauvaise résistance à la déchirure. On a vu ensemble que c'était quasiment le seul défaut.
ben, le fait de rajouter du mélanger du Dyneema dans ces fibres-là supprime ce défaut-là. D'ailleurs, c'est très compliqué de couper ce tissu-là, même si le fait qu'il y ait un film, pour passer les détails techniques, mais je vais quand même le dire, du fait qu'il y ait un film, en fait, ça tient vraiment bien les fibres, et si on tient les fibres des deux côtés forts et qu'on coupe au milieu, ça va quand même se couper, c'est possible. Et on reste sur des choses légères, donc on n'est pas sur des choses vraiment indéchirables, on est sur quelque chose de très 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 solide, mais qui reste quand même toujours avec le bémol qu'on est, enfin bémol, toujours en gardant en tête que c'est de l'ultra léger, on peut pas faire n'importe quoi non plus avec. Et donc ils ont supprimé l'inconvénient du polyester en le mélangeant avec de la fibre Dyneema, mais comme ce n'est pas l'entreprise Dyneema, c'est mélangé avec du UHMWPE. Et à l'extérieur, ils ont mis un film qui est en fait un film, lui par contre, recyclé. Et ils ont trouvé une méthode qu'ils ont cherché avec des industriels. Une méthode pour que ce film plastique-là, recyclé, adhère suffisamment bien avec le polyester et la fibre UHMWPE. Ce qui a été apparemment assez compliqué, mais ils ont trouvé. Donc c'est vraiment la grande différence et qui fait que je trouve que ce tissu-là est vraiment plus intéressant. Et même tous les tests qui sont faits en laboratoire le confirment. Au niveau de l'abrasion, ça met tout le monde dans les choux. C'est vraiment incroyable au niveau de l'abrasion. On est sur des chiffres qui explosent tout ce qui peut être ici. Même à très haut denier, c'est comparable à des tissus à vraiment un très très haut denier. Alors que là, sur cette version-là, l'Ultra 200, on est à 115 grammes au mètre carré, si je dis pas de bêtises. Et l'Ultra 400, on est sur 155 ou 160 grammes, 155 je crois, ou 153 grammes au mètre carré. Enfin, vraiment, c'est des tissus qui étaient normalement les plus légers des Gridstop, mais qui en fait ont les capacités étanchéité, de traction et de durabilité qui sont vraiment au-delà de tout le reste. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit toutes les marques toutes les marques non, mais toutes celles qui en ont la capacité de faire une transition vers les ultras, parce que pour le même poids il existe une version Ultra 100 qui a le même poids que la plus légère des versions hybrides de Dyneema, mais qui est bien plus durable et résistante à l'abrasion pour le même poids. Donc tous ceux qui étaient sur le Dyneema vont progressivement, je pense, à part peut-être quelques exceptions, se transférer sur de l'ultra, parce que au même poids c'est mieux. Le prix est à peu près similaire. Alors bon, il y a la crise actuelle qui fait augmenter tous les prix, mais ça a un peu augmenté au début, mais là, ils ne prévoient pas d'augmentation pour le moment. Et l'inconvénient, mais c'est comme avec le Dyneema, par contre, c'est qu'il y a très peu de couleurs disponibles, à moins d'avoir une imprimante pour pouvoir colorer des tissus blancs et imprimer des tissus blancs. Et le deuxième inconvénient, c'est que même si tous les tests en laboratoire sont très très concluants, il manque quand même un poil de recul, même si ça fait 1 an qu'on s'en sert. Enfin, moi non, pas 1 an, mais je m'en sers depuis octobre ou novembre, je crois. Et tout ce que j'ai pu tester moi de mon côté et les sacs que j'ai fabriqués, il n'y a aucun souci, même sur les autres marques, tout le monde est d'accord pour dire qu'au niveau de la durabilité, il n'y a aucun souci. Même pour les versions les plus légères, en Ultra 100 ou 200, il n'y a aucun problème. Après, si on veut partir sur de l'expédition ou de l'escalade vraiment dure, voilà, vaut mieux partir sur du 400 ou du 800. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je crois qu'on est à peu près bon. Ah oui, lui par contre c'est un tissu et je pense un petit peu comme le Dyneema, où quand on fabrique avec ce tissu là, il faut prendre en compte
que pour conserver toutes les capacités du tissu, mais je pense que c'est un peu pareil avec tous les autres tissus, les capacités, elles peuvent être détériorées selon la fabrication. Si le mode d'assemblage n'est pas adéquat ou n'est pas adéquat, on peut se retrouver avec des petits soucis qui n'arriveraient pas si on fabrique correctement les choses. Notamment avec ce tissu là, le fait de faire des trous à l'intérieur, il n'aime pas trop, mais bon, quand on sait que coudre c'est faire des trous dans le tissu. Donc pour pallier à ce problème là, il conseille d'appliquer un scotch sur toutes les coutures ou alors de renforcer avec du biais. Donc sachez-le si vous fabriquez ou si vous choisissez un sac qui est fabriqué avec ce tissu là. Au pire des cas, il faut que les coutures soient avec du biais dessus. Donc le biais c'est de la sangle fine qui est rajoutée pour protéger la couture. Donc au pire ça, au pire c'est déjà très bien, mais il faut pas que les coutures soient à vue. Ou alors le mieux c'est d'appliquer un adhésif qui va renforcer la couture et qui va en plus l'étanchéifier, donc conserver les propriétés du tissu qui est étanche, ce qui est pas plus mal. Et ce que je fais personnellement, sur toutes les coutures où je peux. Voilà. Je crois que ce point-là est déjà suffisamment bien détaillé. Maintenant vous avez les clés pour choisir. S'il y a des questions où j'ai pas été assez précis ou si j'ai été trop fouillis, vous me les posez en commentaire, j'y répondrai. Et après, vous lirez les commentaires avant de reposer votre question. Mais voilà à peu près les tissus auxquels on peut avoir accès en choisissant des artisans, que ce soit moi ou ailleurs, même si je préfère pas que ça soit ailleurs. Ça peut être ailleurs. Après, j'ai parlé brièvement des tissus qu'on peut trouver sur les autres marques, mais plus génériques. Mais ça, maintenant, comme tout le monde commence à les connaître, et je pense qu'elles vont peut-être maintenant commencer à utiliser peut-être des tissus un peu plus comme ça, parce que l'écologie est importante à mes yeux, et voilà, des solutions qui proposent des tissus recyclés, recyclables, vont devenir, je pense, obligatoires. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver en espace commentaire, je répondrai à tout. Bisous.